Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons dans un premier temps examiner la structure de l'unité fonctionnelle du rein qu'est le néphron, de même que les caractéristiques particulières de la circulation rénale. Comme vous le voyez sur cette diapositive, nous allons utiliser pour les cours de physiologie rénale la même terminologie que celle qui vous a été proposée dans le cours d'anatomie. Si vous n'avez pas encore écouté le cours d'anatomie rénale, je vous conseille donc de le faire maintenant, ou du moins d'écouter les 9 premières diapositives, car je ne reviendrai pas sur ces diverses structures. Nous ferons de même avec la nomenclature de la circulation rénale, avec une toute petite différence quant à la nomenclature de la microcirculation du néphron, puisque nous utiliserons à ce niveau le terme d'artériole, qui dans le cas des artérioles afférentes que nous voyons ici, désigne les vaisseaux qui amènent le sang au néphron à partir des artères interlobulaires. Nous allons maintenant aborder l'anatomie détaillée des néphrons et de leurs vaisseaux sanguins. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein, ce qui veut dire que si l'on comprend la physiologie d'un seul néphron, on comprend celle du rein tout entier. Nous allons donc simplifier les choses en suivant pendant tous les cours de cette séquence les événements qui se déroulent dans un seul néphron. Mais il ne faudra pas perdre de vue, et certaines photos vous le rappelleront, que ces événements se déroulent dans des millions de néphrons en même temps. En effet, chaque rein contient plus d'1 million de néphrons, environ 1,25 pour être plus précis, mais je ne vous demanderai pas ce degré de précision. Ce sont de minuscules unités de filtration où se déroulent les processus de formation de l'urine que nous avons vus rapidement au cours d'introduction. Nous voyons sur ce schéma que les néphrons, en jaune, sont situés à la fois dans le cortex et dans la médullaire rénale. Sur ce schéma plus artistique que réaliste, on distingue toutefois les deux parties importantes du néphron, à savoir le corpuscule rénal, également appelé corpuscule de Malpighi, attaché à un tubule long, fin et circonvoluté. La vasculature associée au néphron n'apparaît pas sur ce dessin, mais nous allons la voir en détail dans les prochaines diapositives. Chaque néphron est formé d'un corpuscule rénal associé à un tubule rénal. Le corpuscule rénal se compose d'une sphère invaginée, la capsule de Bowman, qui enveloppe un réseau de capillaires appelé glomérule. En physiologie, nous divisons le tubule rénal en 3 parties qui se distinguent du point de vue fonctionnel et histologique. Nous voyons ici le tubule contourné proximal, qui émerge de la capsule de Bowman et chemine dans la partie supérieure du cortex pour ensuite se diriger vers la médullaire où il devient l'anse de Henle, qui descend dans la médullaire où elle effectue un virage en épingle à cheveux pour remonter à travers le cortex, pour elle-même devenir le tubule contourné distal. Les tubules distaux de plusieurs néphrons se jettent dans un tubule collecteur chargé d'acheminer l'urine vers la papille rénale. Pour votre info, et ces chiffres ne sont pas à retenir, le corpuscule rénal fait environ 200 microns de diamètre, tandis que les tubules ont environ 55 microns de diamètre et 30 à 50 mm de long. Lorsqu'on sait que chaque rein contient plus d'1 million de néphrons, on évalue la longueur totale des tubules rénaux, sans les tubules collecteurs, des 2 reins chez l'homme à environ 115 km. Nous voyons ici comment le tubule collecteur, qui reçoit l'urine en provenance de nombreux néphrons, parcourt la pyramide vers la papille rénale. À l'approche du pelvis, il fusionne avec d'autres tubules collecteurs et devient plus large. Il forme alors le conduit papillaire qui déverse l'urine dans le calice mineur par l'entremise des orifices papillaires. L'ensemble des tubules rénaux collecteurs donne aux pyramides rénales leur rayure longitudinale. Puis nous voyons également sur ce schéma qu'il existe 2 populations différentes de néphrons. Les néphrons du cortex rénal sont les plus nombreux, ils ont des anses de Henle courtes, et certaines d'entre elles restent même entièrement dans le cortex. Les néphrons juxtamédullaires, quant à eux, ont des anses de Henle longues qui plongent profondément dans la médullaire. Chez l'homme, les néphrons juxtamédullaires représentent environ 15% de la totalité des néphrons. Chaque néphron est étroitement associé à 2 lits capillaires, le glomérule et le lit capillaire péritubulaire. Le glomérule est un bouquet de capillaires spécialisé dans la filtration et il présente une différence fondamentale avec les autres lits capillaires de l'organisme en ce qu'il est situé entre 2 artérioles. Ainsi, le sang arrive au capillaire glomérulaire par l'artériole glomérulaire afférente
issu de l'artère interlobulaire, et les quitte par l'artériole glomérulaire efférente. Les capillaires péritubulaires sont issus de l'artériole efférente qui draine le glomérule. Ces capillaires spécialisés dans la réabsorption entourent le tubule rénal et se déversent dans le réseau veineux rénal. Les artérioles efférentes du cortex donnent naissance à un réseau très riche de capillaires tubulaires. Par contraste, les artérioles efférentes situées près de la médulaire, qui sont associées au néphron juxtamédulaire, donnent naissance à de longs vaisseaux droits, appelés vasa recta, qui permettent l'irrigation de la médulaire externe et interne. Les vasa recta ont également une forme en épingle à cheveux, et ils suivent les anses des néphrons juxtamédulaires. Encore une fois sur ce schéma, vous pouvez apprécier les différences de structure et de vascularisation des néphrons corticaux et juxtamédulaires. Dans chaque néphron, la portion initiale du tubule contourné distal vient s'appuyer entre les artérioles afférentes et efférentes. Les parois du tubule et de l'artériole afférente sont modifiées dans la zone où elles sont en contact, et cet ensemble s'appelle l'appareil juxtaglomérulaire. À cet endroit, la paroi de l'artériole afférente contient des cellules juxtaglomérulaires, qui sont des cellules musculaires lisses remplies de gros granules de rénine. Elles jouent un rôle de barorécepteur, c'est-à-dire de mécanorécepteurs sensibles à l'étirement, qui détectent directement les variations de pression artérielle. La macula densa, qui veut dire tache dense, dans la paroi du tubule distal, est une plaque de grandes cellules accolées aux cellules juxtaglomérulaires des artérioles. Ces cellules sont quant à elles des osmorécepteurs qui réagissent aux variations de l'osmolalité du filtrat urinaire. Comme nous le verrons par la suite, ces deux populations cellulaires jouent un rôle important dans la régulation du débit de filtration glomérulaire, du volume sanguin et de la pression artérielle systémique. Contrairement aux autres circulations de l'organisme, la circulation rénale n'est pas adaptée aux besoins des reins. En effet, les reins ne consomment que 15% de l'oxygène qui lui est amené par sa circulation. Pourtant, ils reçoivent environ 20% du débit cardiaque, soit 1 à 1,2 litres par minute, alors que leur poids combiné de 300 grammes représente moins de 0,5% du poids corporel. Ceci donne un débit tissulaire de 4 ml par minute par gramme qui dépasse de loin celui d'autres organes pourtant bien pourvus, comme le cœur et le cerveau. La plus grande partie de ce débit se distribue dans le cortex et seulement 10% passe dans les vasa recta pour perfuser la médulaire. En fait, le débit sanguin considérable des reins est principalement le reflet de leur fonction d'épuration et il leur permet de modifier continuellement la composition du plasma et des autres liquides corporels. Avant d'aborder la circulation du néphron, j'aimerais attirer votre attention sur la différence de diamètre entre les deux artérioles glomérulaires. Comme vous le voyez sur ce schéma et sur cette image de microscopie électronique, le diamètre de l'artériole afférente est en effet plus grand que celui de l'artériole efférente. Du point de vue hémodynamique, cela signifie que l'artériole afférente impose une résistance à l'écoulement du sang moins importante que l'artériole efférente, et c'est ceci qui contribue à maintenir la pression sanguine particulièrement élevée dans les capillaires glomérulaires par rapport aux autres lits capillaires. Comme nous le verrons dans le prochain cours, cette pression élevée est essentielle à la filtration, c'est elle qui pousse le liquide et les solutés à sortir du sang à travers toute la surface des capillaires glomérulaires. Au vu du rôle majeur des artérioles dans la circulation rénale, nous allons regarder d'un peu plus près ces petits vaisseaux qui, avec les capillaires, constituent ce qu'on appelle la microcirculation. Dans tous les territoires vasculaires, les artérioles sont les vaisseaux chargés d'amener le sang des artères aux capillaires. Elles ont un faible diamètre, d'environ 30 microns, et des parois relativement épaisses à cause de la présence de nombreuses fibres musculaires lisses qui, en se contractant et en se relâchant, leur permettent de changer de calibre. Pour toutes ces raisons, elles sont le principal site de résistance à l'écoulement du sang dans le système circulatoire. Les artérioles sont innervées par le système nerveux sympathique et leur diamètre est régulé par plusieurs hormones circulantes. Ceci leur permet de jouer un rôle important dans le contrôle du débit et de la pression dans les vaisseaux. Cette figure illustre schématiquement l'évolution de la pression sanguine dans les différents vaisseaux du néphron. Nous voyons que comme dans tous les territoires vasculaires de l'organisme,
La pression hydrostatique du sang chute graduellement de l'artère à la veine rénale. Ainsi, la pression sanguine moyenne d'environ 100 mm de mercure dans les artères rénales chute à moins de 10 mm de mercure dans les veines rénales. Ceci est dû à l'augmentation graduelle de la résistance à l'écoulement du sang, liée au petit calibre des vaisseaux de la microcirculation, que sont les artérioles et les capillaires. Les chutes de pression les plus importantes sont dues aux artérioles, qui, comme dans tous les lits vasculaires, sont les principaux sites de résistance à l'écoulement. La situation exceptionnelle des capillaires glomérulaires entre les deux sites majeurs de résistance que sont les artérioles afférentes et efférentes et la différence de diamètre des deux artérioles permettent de maintenir dans ces capillaires une pression sanguine de 55 mm de mercure, beaucoup plus élevée que la normale qui est d'environ 30 mm de mercure. On parle même dans le cas des capillaires glomérulaires de capillaires artérialisés. A l'inverse, la pression dans les capillaires péritubulaires est particulièrement basse à cause de la résistance combinée des deux artérioles qui les précèdent. La faible pression de 10 mm de mercure des capillaires péritubulaires favorise ainsi la réabsorption du liquide péritubulaire vers le compartiment vasculaire. Encore un petit quiz pour terminer. Appuyez sur la touche diapositive suivante pour voir la réponse. Et voici les réponses. En œuf, ce ne sont pas des vasa recta, car il s'agit d'un néphron cortical. En effet, les capillaires péritubulaires sont situés tout près des vaisseaux arqués, donc à la limite du cortex et de la médullaire. Bravo à ceux qui ont trouvé.